première chose que je crois qu'il faut dire, c'est que j'écris post-colonial avec un tiret, post-colonial. Alors que la grande mode qui se répand, et je crois que Pascal Blanchard met aussi un tiret. On a remarqué, Oui, on a réglé dans 18 sur ma couverture, on ne voit pas le tiret. Exactement. Mais dans le texte, on voit le tiret. Et j'insiste sur le fait que le courant d'idées qui est venu, qui est apparu il y a une vingtaine d'années dans les départements de littérature aux États-Unis, ne met pas de tiret. Post-colonial studies. Alors vous me direz, mais c'est une affaire de tiret, c'est même pas bien grave. À mon avis, c'est significatif de quelque chose qui, à mon avis, est très important. C'est que, moi, quand je dis question post-coloniale, c'est quelque chose qui prend comme repère les indépendances. Qu'elle ait été obtenue facilement ou, au contraire, au prix d'une lutte extrêmement sanglante et pendant longtemps. Bien. Alors que post-colonial studies, sans tiret, au fond, c'est tout un discours qui n'accorde aucune importance aux indépendances et qui se place en disant bof, etc., rien n'a changé sur le plan culturel, etc. Et donc je pense que c'est une distinction très importante. Comment est-ce qu'un géopolitologue, quelqu'un qui fait la géopolitique, traite de cette question-là parce qu'il a 50 ans, les termes n'existaient même pas? Le terme postcolonial, effectivement, il existe depuis 6 ou 7 ans. Et c'est surtout depuis, en France plus loin, depuis 2005, depuis le manifeste des indigènes de la République, qui a fait un choc, hein, et depuis les grandes émeutes, la multiplication des émeutes de novembre 2005, qu'on en a parlé. Voilà. Et le livre de Pascal Blanchard, il démarre aussi, 2005 aussi. 2 mois avant les émeutes. Il démarre aussi à ce moment-là. C'est pas sa faute quand même, les émeutes de 2005. Mais non, pas du tout. De même qu'on ne peut pas dire que le manifeste très virulent des indigènes de la République ait quelque rapport avec les émeutes. Quoi. Et nous, ni avec notre livre, non. Et lorsque certains ont dit qu'il y avait un complot, etc., c'était les islamistes et tout, la police a dit que... Non, la police a dit, le rapport des RG, je me rappelle parfaitement, a dit que c'était une question, la plupart de ces émeutes-là, c'était une question sociale. Oui, c'était surtout l'effet des téléphones portables qui ont tout de suite... Oui, mais revenons à notre question fondamentale. Alors, la question que vous me posez au point de vue spécialiste de géopolitique. Voilà. Hein? Et quelqu'un qui a un point de vue aussi, parce que vous avez été lié aussi à cette histoire. Oui, bien sûr. Je pense que parler de la banlieue comme on fait, là c'est le géographe qui parle. Hein. Parler de la banlieue comme on fait, c'est extrêmement flou. Et pour des observateurs étrangers, pour des gens qui lisent, ils ne comprennent pas. Parce que Neuilly, Sèvres, Saint-Cloud, c'est dans la banlieue. Moi j'habite à Clichy. Hein? Il y a une étendue de banlieue très vaste dans les classes moyennes. Il y a des quartiers populaires. Et c'est essentiellement, si on pointe ces grandes émeutes, la première date de 1981 pour Minguette à Vénissieux, c'est presque toujours dans ce qu'on appelle les grands ensembles HLM. Et là, si on fait une enquête dans ce qui s'est passé en 2005, essentiellement, c'est les grands ensembles. Et quel rapport avec l'histoire coloniale? Alors, là, ça va être un petit peu long. Ces grands ensembles, c'est ce que j'explique au début de mon livre, et que je connais bien, parce que j'y ai habité 10 ans, et parce que j'ai travaillé là-dessus, à ce moment-là. Ils ont été construits dans les années 50, début 70, hein, pour faire face à une énorme crise de logement qui touchait essentiellement les jeunes ménages en France. C'était le résultat du fait qu'entre les deux guerres, il n'y avait pratiquement pas eu de construction du fait de la décadence démographique. Ces grands ensembles, ils ont été construits pour aller au plus vite.
généralement bien, de bonne qualité, et pour pallier l'absence d'une main-d'œuvre qualifiée du bâtiment. Donc c'est des techniques tout à fait modernes et avec un niveau de standard d'équipement supérieur à la moyenne. Les statistiques, et moi-même j'en ai fait l'extérieur. En 1965-66, une décision anodine, personne n'y a prêté attention, ça a été de considérer que ces logements, il serait préférable de les réserver aux familles nombreuses. Et pour ce faire, il a été décidé qu'on augmentait les loyers. C'était pas négligeable, mais il était prévu qu'ils augmentaient, et que les familles nombreuses touchaient au prorata du nombre des enfants des indemnités de logement. Dans le même temps, et ce n'était pas lié au propos, non, commençaient à se lancer de grands chantiers de lotissement, et avec des conditions financières très avantageuses qui permettaient à un ménage de classe moyenne d'acheter une villa, une petite villa, payable en 25 ou 30 ans. Et c'était le moment où moi, je n'ai pas acheté une villa comme ça, j'ai repris l'appartement de mes parents. Bon. Mais tous mes voisins, eh bien, ils sont partis, non pas aucunement chassés, mais le loyer augmentait, et en 1 an, 2 ans, le contenu social des grands enfants a été changé, hein, sans drame, mais avec des familles, avec un grand nombre d'enfants, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé avec des familles d'origine immigrée. Ces familles d'origine immigrée, c'est, on peut dire schématiquement, les fils de ceux qui sont arrivés, auxquels je faisais allusion tout à l'heure, dans les années 62, hein, 62-63, c'est-à-dire des patriotes algériens. Oui, non, mais là vous parlez d'Algérie, parce que moi, ça m'intéresse. Non, mais au début, c'est des Algériens. L'émigration marocaine, elle commence beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. L'émigration tunisienne aussi. Et l'émigration africaine, elle commence pas encore. Donc, l'émigration d'origine coloniale, post-coloniale à ce moment-là, c'est essentiellement les Algériens. Ces Algériens qui sont arrivés, à un moment où il y a encore du travail, hein, 62, encore beaucoup de travail, où est-ce qu'ils vont être? Ils vont être dans les bidonvilles. Et c'est eux, en particulier avec les Portugais, qui vont construire les grands ensembles. Bon. Et ben, ils touchent un salaire par rapport à ce qu'ils craignaient d'avoir à subir en restant en Algérie. Et encore une fois, c'est les patriotes, c'est pas les harkis. Et leurs fils vont naître là. Et en même temps, il y a quelque chose d'important, fondamental, parce que si on veut comprendre, parce qu'on a 1 heure et demie, grosso modo, pour ce débat, il y a quelque chose qui vous pointez du doigt, c'est l'éducation aujourd'hui, parce que c'est les fils et les filles qui aujourd'hui, les petits-fils qui sont à l'école aujourd'hui, qui peut-être ont un regard particulier par rapport à cette histoire-là. Et justement, c'est ça la chose qui m'intéresse. Je pense que vous avez tout à fait raison, je pense que le malaise dans ces grands ensembles, outre évidemment le chômage, qui est considérable et qui touche particulièrement une population particulièrement jeune, puisque le système des allocations familiales fait que ça fait 2 générations où il n'est pas négligeable d'avoir un grand nombre d'enfants, puisque ça correspond aux allocations familiales substantielles. Un certain nombre d'enquêtes ont été faites juste après les émeutes de 2005, en particulier par un jeune chercheur de l'Institut français de géopolitique, Jérémy Robin. Hein, et une chose qu'il a dite, qui m'a paru tout à fait importante, c'est que ces jeunes, pour beaucoup d'entre eux, ils sont pas, évidemment, ils sont plus seulement des Algériens maintenant, mais donc ne comprennent pas pourquoi ils sont nés en France, ne comprennent pas pourquoi ils sont nés en France, pourquoi ils parlent, ils ont la nationalité des colonialistes,